Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents. Donc je vais d'abord me présenter et présenter mon studio et quelques collectifs dans lesquels je travaille, peut-être au début. Je vous fais un peu le sommaire, comme ça vous voyez quand vous commencez qu'il y a une petite baisse de régime, vous vous dites au moins elle va changer de sujet bientôt. Donc ensuite, l'idée c'était de faire un peu une comparaison entre deux façons de traiter en scénographie les savoirs et les sciences. Donc l'une avec le Musée de la Contemporaine, qui détient du coup les fonds historiques sociaux, politiques du XXe siècle dans son bâtiment à Nanterre, et puis une pour l'atelier Rodin, qui est un atelier pédagogique récurrent au musée Rodin, et qui présente du coup des ateliers autour du modelage, du dessin. Donc deux projets très différents et deux interprétations très différentes de notre travail, mais ça vous permet un petit peu de voir tous les méandres de la création, du cahier des charges qu'on reçoit jusqu'à la réalisation. Et puis à la fin, je voulais vous faire un petit point aussi sur ce qu'on a induit dans notre travail dans l'éco-conception, puisque c'est quand même une transition dans nos métiers qui est très importante et on se bat pour que ça advienne, mais ça a quand même des implications sur les choix qu'on fait. Donc ça sera poreux dans toute la présentation. Mais j'ai essayé de vous mettre un petit peu la façon, toutes les méthodes qu'on a pu trouver pour vous transmettre des infos plus concrètes à la fin. Alors, du coup, moi j'ai créé le studio VAST. On travaille ensemble depuis 2017 avec mes associés, Julia Kravtsova et Sophie Rouillet-Jacob. Et puis on a une équipe de 6 personnes qui travaillent avec nous selon les projets. On est beaucoup dans les domaines culturels, des monuments historiques, des musées. On fait aussi un petit peu d'agencement de bureaux ou de lieux, des scénographies urbaines. Mais le cœur de notre métier, effectivement, c'est de transmettre des contenus avec des cahiers des charges qu'on nous donne et de les transposer dans l'espace. Donc j'ai pu arriver à 15 heures à Strasbourg et faire à peu près tous les musées que je croisais entre la gare et ici, ce qui m'a occupé pour mon après-midi, c'était très agréable. Je ne vous présente pas tous les projets dans le détail, mais voilà par exemple 3 projets de musées permanents. Donc la différence entre l'expo temporaire et permanente, c'est que ce n'est pas déjà les mêmes temporalités ni de conception, ni ensuite de pérennité de ce qu'on fabrique. Donc là par exemple c'est la contemporaine qu'on va détailler, qui est un bâtiment qui est sorti de terre avec des architectes. On a gagné le concours en 2015 et ça vient d'ouvrir en fin 2021. Au milieu, vous avez donc le Muséum d'histoire naturelle du Havre. C'est un projet sur lequel on est en cours. On a fait une exposition temporaire avec eux sur les relations entre l'Australie et le Havre. Et là, on travaille sur les parcours permanents. Donc, c'est 150 millions d'années à mettre en 1600 mètres carrés. Donc, c'est un petit Tetris intéressant. Et puis à droite, un dernier projet en cours avec des architectes sur le centre d'interprétation de la Franche-Comté. C'est le musée des maisons comtoises où ils ont reconstitué sur un parc de 6000 m² toutes les architectures et l'artisanat de la région. Et donc il faut arriver à transmettre, et notamment en bas à droite, vous avez la galerie des machines agricoles et l'évolution des mécanismes agricoles. Donc voilà, c'est un peu 3 projets qui n'ont rien à voir. Et puis rapidement, du coup, 3 autres typologies d'exposition. Temporaire cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque que j'aime bien le bleu, mais ça, c'était pas le plus important, c'est qu'on peut aussi faire de l'éco-conception sans faire des scénographies avec uniquement des palettes et des tasseaux. Donc, tous ces projets, on les fait en travaillant très finement le réemploi, la réutilisation et en minimisant la matière. Et on va vous le détailler un peu, surtout dans le projet de l'atelier Rodin. Mais ça ne se voit pas forcément, en tout cas, puisque les contraintes qu'on a et les environnements dans lesquels on présente les œuvres nous laissent une marge de manœuvre qui est assez limitée et dans laquelle on se fraye un chemin. Je vous présente aussi, après cette présentation succincte du studio VAST, le collectif des Radicales qu'on a fondé en 2019 pendant le Covid, parce qu'on était plusieurs à avoir des actions individuelles et pas beaucoup de transition dans nos métiers de la scénographie. Les architectes sont très en avance et avancent bien là-dessus. Il y a plein de domaines sur lesquels ça a bougé. Pour la scénographie, on n'est pas très structuré, probablement parce qu'on considère que la culture, c'est quand même déjà bien qu'on fasse une transmission culturelle, sociale auprès de plein de monde et qu'on peut peut-être s'absoudre de faire trop d'efforts. Heureusement, tout ça est en train de bouger. Et on essaye de le faire bouger. Donc ça, c'est un collectif de designers qui, dans tous les métiers, essaye de mettre en commun plein d'actions, plein de contenus. Donc vous pouvez aller voir le site internet si ça vous intéresse, lesradicales.org. On a fait des conférences, et puis il y a un endroit où on peut mettre tous les livres géniaux qu'on a partagés sur des thématiques, que ce soit le graphisme, le design, l'architecture, la scéno. Voilà, si ça vous intéresse de suivre ces éléments.
Et puis, il y a un autre groupe, alors là, plus professionnel que associatif, qui est le Augure Lab Scénographie avec 4 R. On reparlera des 4 R tout à l'heure, mais dont l'idée était de structurer les musées, les partenaires prestataires, les concepteurs dans le théâtre et dans les musées pour essayer de trouver la façon d'éditer des documents et de les diffuser pour accélérer du coup les pratiques, le changement des pratiques chez tous les niveaux des partenaires avec lesquels on travaille en scénographie d'exposition. Donc c'est là que je vous mets quelques éléments. En fait, je les ai remontés parce que c'est intéressant. On va en reparler après. Ça, c'est un travail en cours du coup avec ce laboratoire qui est tout flou dans la vidéo et pour vous, j'imagine. Mais c'est l'analyse d'un cycle de vie d'une exposition. Donc c'est un peu toutes les bonnes questions qu'il faut qu'on arrive à se poser maintenant, du cœur des principes essentiels, les méthodes et puis aussi tous les leviers qu'on peut ajouter. Donc ça, je ne sais pas, on pourra peut-être vous le transmettre si vous voulez, mais c'est des travaux qui sont en cours. Maintenant, il faut que dès les besoins d'un projet, la conception, la production en bas, mais aussi la deuxième vie, c'est-à-dire la transmission pour les expositions suivantes, tout ça, ça soit un cycle. On en parle beaucoup d'analyse de cycle de vie pour des produits ou pour des bâtiments ou pour d'autres éléments. Pour la scénographie, en fait, on l'a adapté puisque c'est exactement le même fonctionnement. Alors on le faisait déjà, franchement, pour des contraintes budgétaires, puisque quand même il y a beaucoup de musées où on n'a pas beaucoup de sous et il faut trouver des réemplois. Donc finalement, c'est des pratiques qui se faisaient beaucoup. Bon, il y avait certains musées où il y avait un tout petit peu de gabegies différentes et avec plus de moyens. Je vous le détaille pas parce que j'ai plein de choses à vous montrer, mais ça serait, de toute façon, tout ça, il y a un projet de site internet et tout ça va être en ligne. Si vous voulez noter aussi, il y a un truc génial sur l'AMAT Matériothèque que vous voyez en bas. C'est la pyramide, c'est des Danois qui ont conçu une pyramide des matériaux qui vous permet de rentrer les matériaux que vous voudriez utiliser dans un projet et de comparer du coup leur bilan carbone. C'est un boulot de folie qu'ils ont fait pour arriver à mettre ces données. Elles ne sont pas complètement fiables et puis on n'arrive pas à exploiter tout parce que ça demande quand même des connaissances scientifiques et des savoirs qui sont très très importants. Mais justement, nous, en tant que scénographes ou de créateurs, ça nous aide quand même à avoir des données là-dessus. Donc je vous invite, si vous en avez besoin un jour sur un projet, transmettre cette information qui est vraiment très utile. Et puis je vous parlais des 4 R, des 5 R, des 8 R, chacun trouve un truc, mais c'est quand même les grands principes du fait de travailler sur d'abord refuser les projets qu'on n'a pas envie de faire, même si il nous semble intéressant culturellement, ou enfin moi il y a des choses c'était des rêves dans ma vie, mais j'ai décidé de ne pas aller à Abu Dhabi pour faire juste une exposition en faisant 8 allers-retours. Mais bon, je juge personne sur le fait de le faire et c'est très bien d'aller au-devant de tout le monde pour monter des expositions. Maintenant, je pense qu'il y a des façons de le faire maintenant qui sont plus intéressantes et à réfléchir. Et j'espère que ça va évoluer. Réduire, c'est la deuxième plus dérisirable des actions, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel. On était dans une société du spectacle dans les années 80 où le principal était d'en faire un maximum. Je pense que maintenant, on a tous nos rôles à jouer, je pense, autant en illustration, en graphisme, qu'en scénographie ou en architecture, à faire évoluer les mentalités sur le regard qu'on peut porter. On n'est pas obligé de faire du spectaculaire pour que ça soit beau et agréable. Et je pense que là, les mentalités doivent vraiment se renouveler dans les regards qu'on porte autour de nous. Et puis réutiliser, réemployer, je ne reviens pas sur toutes les définitions de si on réutilise tel quel ou si on réemploie en transformant la matière. Et en dernier lieu, évidemment, recycler, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont même pas recyclées, qui sont juste des déchets qu'on ne peut pas recycler dans les expositions. Alors, donc, la scénographie, c'est le rôle du scénographe dans la transmission des savoirs et des sciences, parce que c'est un petit peu l'exercice qu'on m'a donné. Il est pour moi essentiel parce que j'ai toujours vu un peu le scénographe comme un chef d'orchestre qui va essayer de transmettre plein de contenus de façon intuitive pour les visiteurs. C'est-à-dire que le rôle des commissaires est primordial puisqu'ils structurent un contenu, ils décident des œuvres, des propos, des textes. Je pense que nous, avec la scénographie ou avec tous les outils de l'illustration et du graphisme, puisque c'est des partenaires avec qui on travaille toujours, l'idée c'est de comprendre intuitivement et de réduire la taille des textes qu'on va être obligé de lire debout dans un contexte qui ne permet pas l'attention. Donc nous, on essaye de favoriser tout ce qui va ajouter la contemplation, l'expérience, l'exploration
et l'attention qu'on peut avoir à un contenu dans ce monde où les images bougent partout et tout le temps. Et le médium exposition est un peu particulier pour cela. Si vous avez besoin d'approfondir ou envie d'approfondir ce sujet, il y a 2 éléments intéressants dont je vous parle aujourd'hui. C'est le catalogue qui a été fait par l'association Scénographe, que vous pouvez trouver téléchargeable sur le site scénographe.fr, j'imagine. Et le livre Concevoir et réaliser une exposition, que l'on a écrit avec 4 de mes collègues, chacune avec des chapitres différents. Il est souvent dans les bibliothèques des écoles ou des musées. C'est édité par Erol, ça c'est la 3e version. Il y a plein de mots-clés, c'est beaucoup à l'attention des étudiants, mais aussi des maîtrises d'ouvrage, c'est-à-dire des clients qui démarrent parfois, qui démarrent une exposition sans en avoir jamais fait et qui se demandent par quelles étapes passer. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un élément qui est structuré. Il y a des interviews, il y a plein de définitions qui vous seront utiles si je parle avec des acronymes insupportables pendant cette conférence. Alors, du coup, j'ai mis le petit éclair de pourquoi opposer ces 2 expositions, comme ça on saura après, mais je vais les dérouler séparément. Déjà, pourquoi les comparer? Juste parce qu'il y a le même titre, donc il y en a un qui s'appelle l'Atelier de l'Histoire et l'autre qui s'appelle l'Atelier Rodin, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même un concept d'exploration, et dans ces titres, une vision de ne pas regarder de façon passive les documents, mais de les explorer, de les analyser, et de s'en faire une opinion ou une pratique. Et puis, c'est 2 projets permanents. Alors, avec la subtilité de l'Atelier Rodin, c'est qu'il est démonté chaque année et qu'il est représenté chaque été. Donc, il y a quand même une réversibilité. On est sur du tempo récurrent. Et puis, c'est 2 projets éco-conçus avec que des assemblages réversibles qui permettent de démonter les mobiliers, de les remonter, de les remplacer. Et déjà, c'est 2 projets dont j'ai remporté le concours, donc c'est déjà un point très positif pour vous le présenter aujourd'hui, parce qu'il faut quand même dire que tout ça, ce sont des batailles à mener chaque jour pour être retenu sur des concours et les gagner, mais c'est un plaisir. Et puis, alors quand même, il y a des grandes différences. Au-delà du côté un peu noir et blanc épuré de l'un et du côté très coloré, vous imaginez que c'est aussi parce qu'on vise des publics différents. Aux ateliers de l'histoire, on a beaucoup de chercheurs, d'historiens et aussi des groupes de scolaires qui viennent sur ce sujet historique important. Et aux ateliers Rodin, on vise les familles et les 3-10 ans. Comme public cible. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes approches. On a des délais d'études alors de 7 ans pour la contemporaine et de 4 mois pour l'atelier Rodin. Alors j'espère que le résultat ne s'en ressent pas trop, mais maintenant c'est quand même pas du tout la même façon de le dessiner et de le sortir. Vous verrez que dans l'atelier Rodin, on a clairement choisi certains éléments uniquement sur la disponibilité des matériaux et leur approvisionnement dans les délais qui nous étaient impartis. On n'a pas les mêmes équipes de conception. Je vous ai montré avant qu'on travaille avec des graphistes, avec des muséographes, etc. Là, à part Vast, qui est dans les 2 projets, sinon, à chaque fois, ce sont des mélanges d'équipes qui se constituent, soit par l'architecte, soit par nous, en fonction des sujets et des affinités. Donc là, c'est pas les mêmes graphistes, c'est pas les mêmes concepteurs lumière, c'est pas les mêmes muséographes. Et puis, du coup, pour parfaire les différences, je vais vous faire 2 présentations qui n'ont rien à voir des 2 projets. La première, la contemporaine, c'est plutôt un peu toutes les étapes par rapport au brief initial qu'on a reçu qui va permettre d'arriver à ce résultat que vous voyez à gauche, à votre gauche, tout à fait. Et puis, à droite, là, c'est plutôt les choix qui ont été induits par le cahier des charges, mais aussi, comme je vous l'ai dit, par les contraintes qu'on avait de temps et de résultats pour ouvrir le 3 juin, alors qu'on a fait un concours en mars dernier. Donc c'était vraiment très rapide. L'atelier d'histoire. Alors voilà le pré-programme qu'on reçoit quand on est en concours en 2015. C'est pas très grave que vous ne regardiez pas le détail. Ce que vous voyez, c'est que pour l'instant, on n'a que quelques visuels d'œuvres très hétéroclites avec des dimensions, des tailles, des natures différentes. Et puis, on a une partition d'un contenu qui a un fil historique, évidemment, et quelques thématiques, et puis quelqu'un qui a essayé de nous faire un zoning de ce que ça pourrait être. La contemporaine, c'est un bâtiment qui sort de terre, donc en fait, on n'a pas de salle, on ne sait même pas dans quoi on s'intègre. Donc c'était assez enrichissant comme parcours. Pour vous montrer la différence entre le début et après, dans une phase quand on était bien avancé, donc là c'est la version 12 en 2017, 2 ans après, on reçoit une liste d'œuvres beaucoup plus détaillée avec la liste de chaque œuvre, leurs dimensions, la nature, les contraintes de conservation, leurs sous-sections. Donc c'est pour vous montrer un peu tous les éléments qui vont faire qu'on va faire cette proposition que vous avez déjà vue en photo, puisque du coup il n'y a pas de scoop sur cette présentation.
Dans l'analyse du coup du cahier des charges quand on le reçoit, c'est justement ce que je vous disais, la typologie des œuvres. C'est-à-dire que là, on a des peintures, des dessins, des affiches, des vases, des sculptures. C'est vraiment hyper varié. Et donc le statut des œuvres. On se retrouve avec des tableaux qui de nature sont des œuvres d'art en elles-mêmes. Par contre, un petit journal qui est et c'est pour ça que ça s'appelle l'atelier d'histoire, qui est quelque chose qui transmet des informations, on n'est pas sur une œuvre. Et pourtant, on va présenter dans un musée côte à côte ces deux éléments qui vont devoir étayer ce que c'est que le début de la Première Guerre mondiale. Et la nature des œuvres va complètement induire la scénographie qu'on donne, puisqu'on doit la respecter. Et vous verrez que c'est le problème de ce projet, où on a proposé d'essayer de mettre des tableaux pas sur des cimaises, et on a dû faire un entre-deux, parce qu'on était allé un petit peu trop loin dans le respect de la nature des œuvres. Mais il faut faire vivre des choses en déroulant un propos, et pas en déroulant des œuvres. Ça n'a rien à voir avec une expo monographique, où on est en train juste de montrer la variété des œuvres d'un artiste. Là, ce qui compte, c'est que les gens comprennent quel est le fil de l'histoire, les thématiques et comment ça se répartit dans l'espace. Pour ça, on va mettre du coup un curseur de scénographie. Je vous ai mis deux exemples en bas, qui est une exposition qu'on a fait au musée des Beaux-Arts d'Angers. Ça s'appelait la Grande Parade des animaux. Et dans la même exposition, on a pu faire deux scénographies hyper différentes, parce qu'on visait à la fois un public de familles et d'enfants, et des gens érudits qui vont venir voir pour l'acceptation de l'animal comme figure héraldique au Moyen-Âge. Donc il y avait vraiment des thématiques très, très calées. Et vous voyez qu'on a fait à la fois une scénographie, ce que j'appelle sobre et épurée, avec une présentation des œuvres entre elles avec un texte. Et puis on a fait des focus très colorés, où on reconstitue un décor un petit peu de savane de Lyon. C'est exactement les mêmes œuvres qui sont présentées dans ces focus et sur les cimaises blanches. Mais dans la façon dont on va les présenter, on induit tout à fait le regard comme un paysage, comme un ensemble cohérent, comme une thématique exotique, ou bien on les montre sur un fond blanc qui dit quelque chose quand même. Enfin, on ne peut pas dire que le white cube soit complètement indifférent à l'analyse des gens. En fait, en réalité, ça donne un statut d'œuvre d'art encore plus important à ces œuvres, puisque ça évoque la galerie, ça évoque le musée, ça donne quelque chose de très classe. Donc, sobre et élégant, ou épuré, ou blanc, ça ne veut pas dire que ça n'est pas une esthétique scénographique. C'en est une, mais ce n'est pas la même. Et puis, dans l'analyse de la demande, on va voir ce que c'est que toutes ces œuvres qui datent du 19e et du 20e siècle, comment on les présentait, comment ces peintres étaient accrochés à l'époque. On va s'inspirer un peu de l'histoire des pièces, des contextes où ils ont été présentés, de leur parcours, et ça donne des clés de recherche et d'inspiration. Et puis alors là, je vous montre directement du coup des inspirations qu'on a pu chercher au début d'accrochage de fin 19e, début 20e, fin 19e là en l'occurrence, et comment ça a pu nourrir un accrochage d'une densité et d'une foisonnance pour les affiches contemporaines, des années 68-90. Donc, vous voyez comment on peut transposer les références, on leur fait dire ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est qu'on sache où on va et que du coup, le public comprenne intuitivement ce qu'on a voulu porter comme message. Voilà, et puis, je vous disais, le site d'accueil, je vous ai mis des exemples du coup de salles blanches, de salles noires, de rues extérieures, de passages sur la coursive du Centre Pompidou, où on est dans un hall et les gens ne sont pas venus pour cette exposition. Tout ça, ça induit beaucoup ce qu'on va pouvoir faire, si les endroits sont équipés ou non, avec des structures, si on va pouvoir mettre de la lumière, si on doit être autoportant. C'est toutes ces questions qui vont nous donner beaucoup d'informations sur la marge de manœuvre qu'on peut avoir. Alors là, bon, je vous dis ça, maintenant, à la contemporaine, on avait juste une friche avec un triangle de parcelles, il ne se passait rien, et un panneau de chantier disant qu'il allait... Voilà. Après, on a attendu 3 ans que les architectes montent un bâtiment pour arriver à savoir ce qui allait se passer. Mais donc là, on a eu la chance de pouvoir passer d'une cahier des charges de 350 mètres carrés, et on a dit que le XXe siècle ne tenait pas dans 350 mètres carrés, et j'ai obtenu 550 à la fin, poussant les murs, les ateliers, etc. Donc ça, c'est vraiment une grande chance de pouvoir travailler avec un site en construction. Le public visé, on en a un petit peu parlé. C'est important de savoir, de s'adresser à tous, que les conforts de visibilité soient respectés. Je vous ai mis 3 photos de public dans des configurations où on voit que les cartels sont trop petits, qui ne voient pas très bien, qui sont obligés de se pencher. Vous avez mon fils qui n'en peut plus que je lui fasse visiter des expos et qui s'est assis le long du mur
Et juste après, je crois que je me suis fait engueuler. Donc voilà, donc on sait que les espaces, ils vivent pas tout seuls, ils vivent que par les gens qui les visitent et par le plaisir et le fait d'être bien. Donc il ne faut pas se dire qu'ils vont tous s'habituer à ce qu'on fait. C'est à nous d'essayer d'imaginer ce qui pourrait convenir au public visé. Dans l'analyse de la demande, du coup, vous avez vu qu'on avait reçu une liste d'œuvres avec des dimensions. Donc, on va faire d'abord ce qui s'appelle un encombrement et un mètre linéaire. C'est que là, sur ces éléments, on a mis des petites cases de toutes les œuvres avec leurs dimensions pour voir combien de murs on va avoir. C'est ce qui va nous permettre de demander à l'architecte plus de mètres carrés parce qu'on voit venir que ça ne va pas rentrer tout de suite avec leur liste d'œuvres de folie. On travaille avec des plis symboles, les noms des parties, le nombre de mètres, vous voyez, peut-être qu'avec la souris je peux vous donner des... Voilà. Le nombre de mètres linéaires que ça va faire sur le mur, qu'est-ce qui doit rentrer dans une vitrine, qu'est-ce qui doit être accroché au mur, qu'est-ce qui va faire du multimédia et comment on calibre tout ça. Donc pour l'instant ça ne ressemble à rien, c'est pas une expo, mais ça nous donne des infos. Ça va nous donner des infos sur les formats, sur le nombre d'accrochages de peinture qu'on a, sur le nombre de vitrines qu'on a et sur comment on va structurer toutes les séquences et les moments historiques. Et puis voilà le moment de l'esquisse. On a analysé tout le cahier des charges qu'on a reçu et on va faire des recherches et d'inspiration. Alors là, c'est le moment où tout le monde sort le Pinterest ou d'autres façons de trouver de très très belles images. Parfois, on en ressort hyper emballé, parfois on n'a pas d'autres idées et on va chercher ailleurs. Mais c'est intéressant quand même de voir ce qui s'est fait un peu sur la thématique pour voir comment on se positionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les atmosphères qu'on souhaite, les mobiliers de référence, les évocations comme ça de tri, d'archivage. Qu'est-ce qui va pouvoir nous inspirer et nous donner envie? Donc là, vous voyez qu'on est à la fois sur des éléments de musée, des éléments d'archives, des éléments qui ne sont pas du tout des expositions. On part un peu dans tous les sens. Et puis on se dit, tiens, il y a quand même une bibliothèque, puisque je ne vous ai pas dit, mais la contemporaine, c'est la particularité d'être une bibliothèque musée. Donc c'est construit pour être une bibliothèque et il y a une partie, ils ont une mission musée au sein de l'Université Nanterre. Donc on se dit, tiens, comme il va y avoir une grande salle de lecture en bas, qu'est-ce que c'est le mobilier qui ferait atelier de l'histoire? C'est-à-dire que la directrice ne voulait pas que les œuvres ou que les choses qu'elle présente soient figées dans le temps. Elle dit, les chercheurs, ils viennent, en fait, ils l'explorent, ils l'analysent et au fur et à mesure, ils font parler l'histoire à travers ces sources. Donc, nous, c'est comment rendre vivant cet espace et ne pas le figer. Donc, on va voir ce qu'il y a du côté des mobiliers. On se dit, tiens, une petite évolution d'un dégradé du noir au blanc, ça nous dirait le fil de l'histoire. Puis après, on se dit, ouais, mais est-ce qu'on va vers le noir? Est-ce qu'on va vers le blanc? Fausse route, on va se trouver avec une analogie d'évolution qui ne va pas du tout fonctionner sur le XXe siècle. Et en plus, est-ce que les gens vont voir sur 500 m² qu'on est en train de changer de couleur? Bon, donc ça, c'était juste parce que je veux quand même vous montrer que parfois, on passe une semaine sur une piste qui n'est pas du tout bonne. Heureusement, et c'est l'avantage si vous arrivez à travailler en groupe, c'est que ça permet de rectifier le tir beaucoup plus vite que tout seul, je trouve. Et voilà comment on transpose les recherches. C'est-à-dire qu'on a commencé à trouver ces images et on se dit, en fait, si on commençait à faire des tables et qu'on essayait de structurer comme des tables de recherche, comme si on avait quelqu'un qui était en train de se faire sortir plein de documents, de les analyser, et on commence ces petits dessins. Et comme vous avez déjà vu le résultat, vous arrivez à voir un tout petit peu pourquoi on a arrivé avec cette grande salle, avec ces tables libres. Parce qu'on a essayé d'abord toutes ces circulations, de faire des couloirs, on a essayé de placer toutes les parties dans tous les sens et on s'est dit, mais en fait, on va visiter que dans des couloirs. En fait, là, les gens, ils vont passer et si on aligne, vous voyez, c'est ce qu'on avait dans le déroulé tout à l'heure, les vitrines. Donc on sait que ça, c'est les vitrines, que ça, c'est les multimédias, que ça, c'est les supports de meubles. Voilà, donc on commence à se dire qu'il va falloir qu'on évoque ces grandes tables et qu'on ne partitionne pas avec des murs, puisque si on fait des cimaises partout, les gens ils vont juste s'enfiler un déroulé en suivant un labyrinthe et que ça va être quand même très difficile. D'où l'idée qui est venue de redescendre à des tables et de laisser un regard sur l'ensemble du XXe siècle qui puisse traverser la table. Bon là c'est exprès illisible parce que je pense que je n'ai pas le droit de diffuser tous les éléments de budget du projet, donc on va passer cette slide, mais autant vous dire que pendant qu'on est en train de travailler, on essaye quand même de faire une estimation parce qu'on a un budget imparti pour le projet et qu'on essaye de viser un petit peu juste. Donc on se dit là je suis en train d'avoir tant de murs et tant de tables, il ne faut pas que j'aille trop loin. Est-ce que je vais proposer du verre? Est-ce que je vais proposer une installation pharaonique au milieu? Enfin on essaye de calibrer un petit peu.
Ça met du temps à pouvoir avoir cette expérience-là, mais ça vient à force de recevoir des devis qui sont trop chers dans ces premières expos. Après, on se dit, oula, c'est pas très agréable comme situation, on va essayer de viser un peu plus juste. Et puis, on a un calendrier, donc un calendrier qui nous dit les moments où on va du coup fabriquer. C'est un calendrier de réalisation. Et on est en train de travailler avec l'architecte sur réserver du temps pour la scénographie, alors que lui, il veut tout le temps pour son bâtiment. Je passe ces pages rapidement, mais autant vous dire que la sécurité des personnes et des œuvres est essentielle dans la façon dont on présente. Vous le voyez en tant que visiteur dans les vitrines, les mises à distance, tous les problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que les grands choix que ça conditionne, c'est les unités de passage, de une unité ou deux qui nous obligent à laisser passer du public. En même temps, c'est assez cohérent avec le souhait de faire une visite d'exposition sereinement. Un choix des matériaux qui sont non inflammables, ce qui fait qu'on n'a pas encore la liberté de choisir toujours facilement des éléments en réemploi dont on n'aurait pas les PV feu pour se faire valider par les pompiers et par le bureau de sécurité le projet. Et puis l'accessibilité qui heureusement est maintenant dans les normes. Il y avait des super guides faits par le ministère de la Culture sur l'exposition et l'accessibilité, ou les musées et l'accessibilité, où vous trouverez tous les petits dessins pour vous aider. C'est sûr que de toute façon, les conditions d'accès doivent être les mêmes pour les personnes valides et non valides, et que tous les progrès qui ont été faits aujourd'hui pour imposer l'accessibilité sont vraiment au bénéfice de la lisibilité des textes, des cartels et au confort des publics. Donc je pense qu'on y gagne pour beaucoup de choses. C'est aussi très culturel. Avant, il fallait que l'expo soit entièrement dans le noir avec des tout petits cartels. Aujourd'hui, on a envie quand même d'être un peu plus baigné de lumière et pouvoir lire les éléments. Et je pense qu'on a trouvé plein de choses pour que ça ne se fasse pas au détriment de la vision de l'œuvre. Les étapes de conception. Tout va bien ? Vous pouvez tout à fait intervenir si je parle trop vite ou si je ne parle pas assez fort ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je voulais juste vous montrer un peu des éléments. J'ai dit, je l'ai fait de façon un petit peu très scolaire pour moi, mais ça m'amusait aussi de vous montrer toutes les étapes d'un projet comme ça et de retracer un peu les évolutions. Ce qui m'amuse aussi, c'est que vous verrez que finalement, la 3D du début, elle n'est pas loin de ce qu'on a fait à la fin. Donc sur ce projet, c'est assez intéressant à voir. Mais pour ça, on a suivi plein de chemins de traverse. Donc ça, c'était le plan d'architecte à l'esquisse. Et là, vous voyez la petite salle d'exposition qu'on avait réussi à avoir dans cet angle du bâtiment. Il avait commencé à comprendre qu'on allait mettre des tables. Donc pour l'instant, il avait compris ça de notre projet. Donc lui, il a fait un copier-coller assez succinct de où on en était. Nous, pour l'esquisse, on a rendu un plan comme celui-là. Donc vous voyez, c'est la petite salle du fond avec cette forme bizarroïde qui est expliquée par le bâtiment en entier. Et on a cette structure de table qui alterne en bleu des vitrines, en vert des contenus graphiques et des titres, des multimédias, et où on est en train de vérifier les circulations et la compréhension. On a fait une première proposition aussi où on voulait des jalons très importants pour les titres. On savait que ça serait primordial pour pouvoir s'orienter. Autant vous dire qu'on ne pouvait pas passer à la Seconde Guerre mondiale avant d'avoir fait la première. C'était un non-sens, ce n'est pas un parcours libre. Là, on est vraiment sur un parcours guidé dans ce projet. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc on cherchait aussi comment faire, parce que probablement les films, ils allaient durer 10 à 30 minutes. On sait qu'il y a des gens qui venaient pour avoir des contenus longs. Donc on avait tout de suite la volonté que les gens puissent s'asseoir dans le parcours. Et puis les graphistes avaient commencé à travailler sur... je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est les mêmes graphistes sur ce projet et sur Rodin. Pardon. Mais donc, c'est le studio Plastoc. Comme ça, vous regarderez ce qu'ils font si vous voulez. Ils ne travaillent pas que en expo, mais ils font des très belles choses. Donc, ils ont fait l'identité du bâtiment plus de l'espace d'exposition. Donc, ils voulaient souligner comme ça les titres. Et en fait, les titres, on voulait les suspendre dans l'espace. Chose qu'on n'a pas faite, parce que c'est en fait le plafond, après on s'est rendu compte qu'il était à 12 mètres et que c'était quand même super compliqué. Mais voici la 3D qu'on a rendue au concours quand on est encore anonyme, que personne ne connaît, etc. Alors en vrai, un concours avec des archis, c'est beaucoup les archis qui les gagnent. Nous on est là, c'est cool. Mais pour une fois, ils nous ont dit qu'ils avaient bien aimé le projet de scénographie. Mais autant dire qu'il y a des gens de la ville, de l'État, de la région... Chacun a les choses qui l'intéressent ou pas. Le projet, en tout cas, pour les équipes du musée et de la bibliothèque, était très important. Mais pour la ville ou pour l'État, c'est plutôt quelle forme aura le bâtiment et si les administrés seront contents de cette nouvelle acquisition de bibliothèque à Nanterre.
Mais en tout cas, on avait fait cet atelier de l'histoire et la directrice Valérie Ténière de la Contemporaine avait tout de suite défendu l'idée qu'on ressentait qu'on était dans un atelier et pas dans un musée. Et que la façon qu'on a proposé d'incliner les documents, alors là on a incliné autant les affiches que les tableaux que vous voyez derrière, et ça a bloqué. Autant vous dire que c'est un Vuillard et un Vallotton. Bon, on a fini par les mettre sur des cimaises avec des mises à distance de façon plus classique, mais on a gardé ce principe d'inclinaison pour tous les documents de type affiches ou très grands journaux, et ces tables qui vont du coup filer tout au long de la visite. Et on avait tout de suite fait une différence entre le fil de l'histoire, qui sont ces tables blanches, et les alcôves marrons qui servent aux développés, qui sont sur collecter, restituer, analyser, qui sont les grandes thématiques du travail de bibliothèque et d'analyse des sources de l'histoire. Donc c'est des alcôves qui étaient traitées différemment dans le parcours, mais qui étaient quand même en relation avec le fil historique. Ouais, alors là, je sais pas, j'aurais pas dû vous mettre cette image, mais c'était juste pour vous dire qu'on ne travaille pas que sur l'ordinateur, qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se font encore avec des calques et des dessins pour expliquer ces idées, pour se mettre d'accord, pour travailler, pour corriger la 3D qu'on nous envoie en version blanche. Donc, en fait, un concours, on a entre 3 semaines et 7 semaines, selon la durée. Ça va très très vite, parce qu'il faut analyser le cahier des charges, tout ce que je vous montre. Là, il faut dessiner le projet, il faut faire la 3D, il faut faire le budget, le calendrier, et puis en plus, une note explicative écrite de toutes nos intentions, parce qu'on ne les verra pas. Donc, il faut pouvoir travailler assez vite et corriger et avancer. Donc, par exemple, quand la personne qui a modélisé la 3D m'envoie quelque chose, et ben, tout de suite, on indique comment viennent les titres, on corrige des éléments, on intègre, on fait des croquis. On est entre 3 et 4 et 6, 8 personnes à travailler sur un projet quand les délais sont rapides. Oui. Très bonne question. On est indemnisé. La différence entre payé et indemnisé, ça veut dire que ce n'est pas à la hauteur du temps qu'on y passe. Mais ça permet de payer les frais. Et c'est obligatoire maintenant, en tout cas pour les concours publics, d'avoir une indemnisation. Normalement, ça devrait être 80% du temps, de ce qu'on devrait déployer comme travail. Bah, je pense qu'ils imaginent qu'on n'y passe que 3-4 jours, mais en vrai, on y passe un peu plus. C'est tout le problème du concours aussi, il faut arriver à ne pas faire de surenchère sur ce qu'on rend, et souvent c'est cadré, donc ça nous permet de savoir, mais il y a toujours la tentation d'en faire plus et d'arriver à faire comprendre toutes nos idées. Alors on va passer à l'avant-projet sommaire. Donc dans les étapes, il y a l'esquisse, ensuite il y a l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, et après on fait les dossiers de réalisation pour les entreprises. Donc l'avant-projet sommaire, ça veut dire que là on vient de remporter le concours, on a rencontré les équipes, on reçoit plein d'informations complémentaires parce qu'ils ont quand même avancé depuis le temps, et on va préciser la composition générale, les volumes. Donc vous voyez, l'architecte a intégré un peu mieux le parcours qu'on a fait. Il est en train de faire évoluer un tout petit peu ces parties selon les retours qu'il a. Et on précise toutes les dispositions techniques, mais aussi tous les contenus et les coûts. On a aussi une équipe lumière qui travaille sur ce projet, qui va intégrer dans le bâtiment l'ensemble de la lumière. Là, c'est la partie exposition, donc elle est déjà en train de travailler dans les grandes poutres du plafond sur comment on va pouvoir éclairer les tables et faire l'ambiance lumineuse avec des images d'inspiration, des plans techniques. Je vous l'ai mis parce que je ne parle pas beaucoup de la lumière, mais c'est quand même essentiel. Tous les projets où on n'a pas de concepteur ou conceptrice lumière sur le projet, les photos de nos projets sont pourries après. Donc je pense que ce n'est pas des choses que les clients ressentent au début du projet. On ne peut pas faire un rendu visuellement très très cohérent. Maintenant, dans la façon de percevoir les œuvres, leurs couleurs, la qualité de l'ambiance de l'espace, c'est vraiment essentiel. Dans l'avant-projet sommaire, là je vous montre plein de plans que de toute façon vous arrivez peu à lire, mais en fait on décompose toutes les informations pour vérifier leur pertinence. Ici c'est un plan avec les emplacements des sections et les circulations par exemple. Là c'est le même plan avec l'implantation des œuvres. Donc là en fait on a mis toutes les vignettes. Le plan, il pèse hyper lourd, on n'arrive même pas à naviguer dedans. On a mis toutes les œuvres, tous les titres dans le projet et on est en train de structurer. Vous voyez qu'il y a toujours ce banc d'entrée que vous voyez toujours. On était plus court. Attention, regardez bien cette partie, elle va évoluer dans le temps à cause des fameux tableaux qu'ils ne voulaient pas du tout qu'on mette sur les tables. On a tenté de le garder à l'APS, mais ça n'a pas marché.
Tout le reste, c'est exactement la même chose plus tard, sauf la fin et le début. Alors là, on leur a fait un petit retour, on a dit, toutes ces zones-là, les œuvres, elles ne rentrent pas. Nous, on n'y arrive pas. Maintenant, le projet, il est figé, on a tant de mètres de table. Ok, il faut que vous racontiez l'Algérie, le Vietnam sur cette table, mais en fait, il va falloir faire en plus court. Donc, c'est horrible pour eux. Ils ont fait 58 versions de liste d'œuvres au fur et à mesure. On en fait vraiment. Après, chacun est dans son rapport de force et dans son rôle. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que eux, ils défendent le contenu, ils nous l'expliquent, et nous, on leur dit pourquoi matériellement, techniquement, on n'y arrive pas, et on trouve des compromis, et donc on travaille et on retravaille. Vous avez l'intégration ici, du coup, des couleurs des murs, des habillages. On a un plan pour la sécurité, pour qu'ils nous autorisent à construire tout ça en vérifiant qu'on laisse bien passer les gens avec les unités de passage qu'il faut. Et puis on avance du coup sur les élévations dans le détail de à quoi va ressembler tous les éléments et l'accrochage de toutes les œuvres les unes à côté des autres. Donc ça, c'est les élévations, ce que vous avez vu en plan. On le monte à la verticale partout. Ensuite, on décline toutes les typologies de tables, puisque le principe de ce projet, je vous avais dit, c'est que les tables sont démontables par tronçon. Il y a du coup 5 typologies différentes. Et donc, ils vont devoir faire évoluer, puisque les sources évoluent en rotation à cause de la conservation préventive, mais aussi parce qu'ils vont, à mon avis, faire évoluer un peu le XXe siècle vers des sources plus récentes. Donc, on a la capacité de changer juste un tronçon de table sans changer l'ensemble de la salle. Donc, on a voulu des dispositifs très adaptables. Les lutrins peuvent s'incliner avec différentes tailles. Et voilà, je ne vous le détaille pas dans les éléments. Les textes de section sont en train de s'affiner. On est en train de se mettre d'accord sur la taille, sur le nombre de traductions, le nombre de signes, sur l'ensemble des cartels. Et puis, on essaye d'affiner du coup les surfaces et de voir comment on peut créer, puisque là, du coup, ils ne sont pas contents à cause de nos tableaux de Vuillard et Vallotton et Valency qui sont toujours sur nos tables. Et donc, on essaye des nouvelles choses, etc. Donc là, on leur a proposé une première alcôve à cet emplacement pour trouver comment on peut essayer de faire une petite salle. Mais ça ne sera pas la version retenue. On a avancé nos principes. Et voilà, du coup, la nouvelle version qui est arrivée en avant-projet détaillé, à savoir qu'on a toujours nos tables qui vont filer, mais l'alcôve pour les tableaux, elle va se retrouver ici. Et puis, elle nous a demandé aussi de rajouter ce petit muret très mignon, parce que le risque que les gens partent tout droit et ne commencent pas par 1900 était quand même vraiment dramatique. Et c'est vrai, je l'accorde. Mais alors du coup, vous voyez, on a mis un petit muret tout mignon pour être sûr que, voilà, avec l'extincteur, une petite assise, pour être sûr que les gens partent à gauche. Et c'est là que la compréhension intuitive dans l'espace, faut pas qu'on ait besoin de se poser une question, il faut qu'on aille naturellement là où il y en a besoin pour orienter le contenu. Et là, c'est vraiment la symbiose entre les commissaires et les scénographes qui font que ça fonctionne ou pas, si on arrive à s'entendre et à trouver des solutions ensemble. Voilà plein de plans détaillés pour vous montrer comment on avance, pour dimensionner les vitrines et donc le coût qu'elles auront, pour faire les typologies de tables et expliquer du coup combien on en a de chaque type. La liste d'œuvres qui continue. Alors là, en plus, on leur avait dit, attention, tous les textes qui sont en rouge ou orange, on n'a pas la taille des œuvres, donc on est en train de faire un plan, mais comme on ne sait même pas quelle taille font les œuvres, on n'est pas du tout sûr que ça rentre pour autant. Ça s'améliore, mais c'est pas sûr. On a commencé des 3D de travail, elles ne sont pas très réussies, mais ça nous permettait d'expliquer le projet quand on naviguait dedans et de vérifier les volumes. Et puis, vous avez la petite alcôve pour les œuvres et cet endroit pour monsieur et madame Leblanc, qui étaient les fondateurs de la collection de la contemporaine, qui seront sur une simèse centrale. Et madame Leblanc est en pastel, et donc elle a le droit à un petit rideau qui se baisse et qui descend pour la protéger de la lumière, puisque c'est une œuvre incontournable qui sera toujours dans l'expo, alors qu'elle ne devrait pas être à la lumière exposée trop longtemps. Donc on a fait une petite casquette pour madame Leblanc. On affine le dessin des vitrines. On a décidé d'avoir 2 typologies de vitrines, une vitrine avec un capot et une vitrine encastrée. Et comme on aura une rotation des œuvres constante, on a ce truc plutôt malin avec des plexis encastrés où ils peuvent changer les cartels eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ont une rotation d'œuvre, en fait, ils ont juste à soulever le plexi et ils mettent un papier à la place avec le calibrage qu'on leur a donné, ce qui va permettre une évolution très facile dans le temps. Les textes de section, il faut les réimprimer, il faut passer par des imprimeurs, par contre. Et puis alors là, vous voyez, on avait dessiné un dispositif pour la conclusion
sur les sources de l'histoire pour encourager les gens à faire des donations de sources multimédia, ce qui pour l'instant, on n'a pas du tout le réflexe. C'est pas encore une source de l'histoire dans la mémoire des gens. Donc on avait plein d'écrans avec un graphisme, et puis finalement on s'est retrouvé à la fin avec un mur interactif avec des contenus et une vidéo avec plein de mots projetés. Mais celui-là, ils ont eu du mal à le faire émerger, ils avaient vraiment tellement de choses, tellement de décisions à prendre. Voilà, une petite auto-promotion de mon dispositif pour que le photographe puisse prendre quelqu'un en place, puisque comme on doit faire des photos que les jours de fermeture, il faut toujours un modèle. Donc vous voyez que le dessin qu'on avait dessiné initialement a été construit de cette manière sur mesure. Les systèmes dont je vous parlais pour faire les jalons des textes ne sont plus suspendus parce que sinon ils auraient flotté et fait des ombres partout. Ça ne marchait pas comme concept, on est allé trop vite. Donc on a fait ces grands jalons qui montent avec des lettres en relief aimantées et qu'on voit dans toute la salle et qui permet de savoir sur chaque table quel est le contenu qui est présenté. Un petit dispositif interactif avec ces meubles renouvants qui sont l'endroit où il y avait toutes les fiches à l'époque où étaient écrits tous les contenus. Ils sont présentés dans la bibliothèque en bas, mais là en fait ils sont une source de compréhension de comment travaillent les historiens et ils sont intégrés dans nos tables. Alors en fait on s'est planté de hauteur à cause du dessin de la table constant. On a dû recouper 1 cm du tiroir et ça c'est les aléas du chantier que vous verrez qu'on est obligé de rectifier. Il faut toujours vérifier quand on est sur le chantier ce qu'on a dessiné parce que la vraie vie, c'est pas pareil que sur les plans. Ça passe pas. En fait, il y avait 2 modèles de tiroirs qui existaient dans les Renouvins. C'est subtil. Dans le pro, vous dessinez en fait tout ce qu'on a dessiné là pour que les entreprises puissent les chiffrer et les fabriquer. En fait, ils vont faire des dessins plus aboutis que vous après en plan d'exécution. Mais ça permet de déterminer vraiment l'implantation, les encombrements, le coût, en faisant des maîtres détaillés. Donc on leur dit toutes les informations, les dimensionnements, comment ils vont intégrer le petit store pour qu'il ne se voit pas quand même. Donc vous voyez en réel comment ça a été fabriqué. Je suis désolée, la photo n'a pas de très bonne qualité, mais je voulais vous le montrer à côté de ce dessin initial. Et puis on a le cratère de soins, qui est l'œuvre de Vallotton, qui est recto verso. Bon, c'est cool d'être avec des archis sur mesure qui nous a fait une petite alcôve dans le mur pour pouvoir éclairer le tableau et le voir des 2 côtés. Mais du coup, je ne vous raconte pas les interactions qu'on a eues pendant tout le chantier avec 5 lots différents, les plaquistes, la menuiserie, la peinture, pour pouvoir finir ce projet d'encastrement et que ça soit bien recto verso. La liste d'œuvres, évidemment, pendant la durée du chantier, ils ont modifié plein de trucs, ils ont prêté des œuvres à d'autres personnes, c'est plus dispo, finalement ils ont vérifié les tailles, ça ne rentre pas. Donc là, on en est à laquelle de version ? Ah oui, la liste d'œuvres du 16 juin 2017 en V16 bis. On travaille l'accrochage pour sécuriser les œuvres, donc on leur propose des systèmes de sécurisation en 3 points des œuvres. Vous voyez qu'on a rajouté des mises à distance pour être sûr que personne ne puisse tomber ou frôler avec un sac à dos. Ça, c'est que les œuvres au mur, c'est les emplacements des peintures. Pardon. Et voilà, et je fais un grand saut dans le temps sur toute la consultation des entreprises et la vérification des lignes et des textes pour vous montrer que du coup, ensuite, il faut encore garder le fil de l'histoire, mais aussi le fil de son projet pendant tout le chantier, puisqu'il se passe plein de choses qui essayent de faire modifier le projet pour le simplifier ou pour les coûts. C'est la première réunion avec les entreprises où l'architecte est en train de leur présenter le projet et essaye de les embarquer tous dans notre équipe avec tous les lots. On va faire des premiers de série en atelier, c'est trop bien. Du coup, tout ce qu'on avait dessiné, ils en dessinent un premier, on va l'essayer. Donc, ils m'ont proposé ça comme siège. Bon, je sais pas, vous avez vu le dessin que j'ai fait tout à l'heure, c'était pas exactement ça. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper résistant comme matière. Je fais, ouais, mais en fait, non. Donc, on avait un bras immonde, une espèce de... Enfin, bon, truc, rien à faire, quoi. Donc, il faut un petit peu affiner, là, on était en train de vérifier les panneaux, on vérifiait la dimension des lettres, on avait collé un papier pour voir ce que ça donnerait, on regarde comment ça s'encastre avec les panneaux acoustiques. Donc, on vérifie plein de choses. Et puis, on fait des super visites de chantier avec des casques et des chaussures. C'est trop agréable. On ne voit pas très bien exactement ce qu'on fout là non plus parce que finalement, notre ouverture, elle est laissée en plan et on remarque juste que personne n'avance dessus. Mais bon, de temps en temps, on passe, ça fait plaisir. On voit que ça, c'est des cordons chauffants. C'est hyper intéressant. C'est canon, franchement. Ils mettent des cordons chauffants comme ça partout. Bon, c'est voilà. Finaliser les détails.
quand on a dessiné le projet, on avait totalement oublié les supports casques. Donc tout d'un coup, on nous appelle en urgence en nous demandant de dessiner un petit support casque en plus. Il faut en plus négocier avec l'entreprise que ça coûte pas trop cher, parce que quand on l'a pas écrit à la base, ça coûte méga cher après. On résout le problème que je vous avais dit des meubles Renouvin qui n'ont pas des petits tiroirs qui n'ont pas la bonne taille. Et on affine parce que là, la chaise, elle tapait dans le mur tout le temps. Donc pour essayer que les gens ne renvoient pas le truc, etc., on affine du coup la tension, un petit truc qui amortit et tout. Et voilà, c'est ça que je voulais du coup vous montrer, comment on peut partir d'une idée, essayer de garder à peu près le même concept à toutes les étapes du projet. Pas trop s'inquiéter quand on trouve que ça ressemble à rien, parce qu'il n'y a pas encore les œuvres, parce que quand même, on ne fait pas une œuvre en soi avec la scénographie, hein, ce qui compte c'est qu'on voit le contenu, on est au service de. Et voilà, je vous montrer le bâtiment de l'Archi une fois qu'il était construit, et le très beau hall qu'ils ont fait avec cette œuvre sur mesure qui est très grande. Il est 10h, donc ça veut dire qu'il est... Oui, mais 19h08. Très bien. C'est beaucoup plus court l'atelier Rodin, ne vous inquiétez pas. Je l'ai fait en 4 mois, alors que là, je vous montrais 7 ans de travail. Est-ce que vous avez des questions sur la contemporaine ou vous voulez que je continue? Oui? J'ai vu ton redoutable charte de Gantt au début. Diagramme de Gantt, oui, le calendrier. Est-ce qu'il a pu être tenu? Il y a eu le Covid. Bon, c'est pas dramatique, mais non, on a pris 1 an de retard. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas tenir son charte de Gantt? J'ai passé sur la page, mais il y avait un pilote de chantier. Dans les gros travaux d'archi comme ça, quand on est scénographe sur une exposition temporaire, on doit le gérer nous-mêmes. Donc on appelle tous les jours les entreprises, on fait tout, enfin il faut se battre pour arriver à obtenir les choses, soit avec douceur, soit avec fermeté, soit avec colère. On peut alterner les 3 dispositifs aléatoirement. Et ensuite, non, sur des gros bâtiments comme ça, il y a un pilote dont c'est le métier, heureusement. Ouais. Alors, l'atelier Rodin, je vous présente un peu du coup les demandes qu'on avait eues, c'est-à-dire que c'était un public familial, faire rentrer une 50 à 100 personnes tout l'été pour qu'ils puissent se climatiser dans le musée Rodin et globalement accueillir des publics pendant qu'il n'y avait pas d'exposition temporaire, des publics locaux, ce qui est une initiative à mon avis très intéressante puisque jusque-là le musée Rodin vivait essentiellement par ses touristes et qu'il est temps aussi qu'ils se tournent vers le public parisien pour ne pas compter uniquement sur les voyages qui diminuent depuis le Covid. Donc c'est un déploiement d'activités autour du modelage, de la découpe et de la pratique artistique en s'inspirant de ce que Rodin a fait. On a reçu un cahier des charges, je vais vous montrer un peu, parce que du coup les documents n'ont rien à voir avec ceux de l'atelier de l'histoire. Mais bon, on avait les outils qu'il utilisait, on avait un espace de manipulation et d'assemblage, puisqu'il jouait beaucoup sur les structures. On sait que les sculptures de Rodin, si on essaye de prendre la forme, en fait on tombe, ça ne marche pas du tout. Donc il jouait beaucoup sur les formes et leur équilibre. Et puis on avait toutes les résines qu'il pouvait nous mettre à disposition, qu'on pouvait toucher, qui sont des reproductions. Et un certain nombre de consignes sur des jeux de rôle, sur... la manipulation, sur l'histoire, sur le fait de dessiner, qui nous était donné. Alors, le lieu, là, pour le coup, c'est la galerie d'exposition temporaire, donc on a pu faire une visite du site. Ils voulaient diminuer la surface, donc ils nous ont dit ce qu'on avait le droit d'utiliser, la grande nef et la petite nef, donc c'est 250 mètres carrés, c'est la moitié de l'autre salle. Et donc, on avait toutes ces informations, et on a fait aussi un concours, on l'a rendu, donc... on leur a dit qu'on était hyper motivés, que c'était un très beau projet, qu'on voyait bien l'identité du site, les matériaux, les couleurs, comment on allait pouvoir s'intégrer dedans. Donc ça, c'est par exemple, c'est des planches qu'on peut rendre quand on est en esquisse pour expliquer nos intentions et qu'on ne va pas forcément le présenter à l'oral et qu'ils vont juste lire nos intentions. Donc on s'est inspiré à la fois du musée et de l'atelier du sculpteur, puisque ça devait s'appeler les ateliers d'Auguste au début. Mais donc on s'inspirait beaucoup des colonnes, des fenêtres de son atelier, que vous verrez, des draps qu'il utilisait pour mouiller les éléments ou partitionner l'espace, des sellettes, voilà. Donc ça, c'est nos images d'inspiration. Et dans l'esquisse, on a mis en place les 4 grandes sections de l'expo. Donc vous voyez la grande nef et la petite nef. Une sur la manipulation et l'assemblage, une sur le toucher, le dessin et les histoires et la lecture.
Et là, je vous fais directement, je vous dévoile, pour vous montrer ce qui se passe entre les images de 3D et celles de la réalité. Donc là, avec le flou, je pense que vous arrivez quand même à déceler les vrais gens des faux. Mais c'est pour vous montrer que du coup, ce qu'on a dessiné en esquisse, vu qu'on a eu très peu de temps et qu'ils ont accepté notre projet et qu'ils étaient contents, on a fait exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait pour foncer. Donc, vous revoyez le panneau aimanté qui se retrouve là, la façon dont on allait mettre les 4 grandes sections pour faire signe et puis jouer avec la hauteur de 7 mètres du plafond de cet espace. Et on a décidé de ne pas repeindre le mur, parce que ça coûtait trop cher et que ça servait à rien. Et puis qu'en plus, les enfants, ils allaient de toute façon mettre de la pâte à modeler partout. Donc, on avait un grand principe que je vous montrerai après, d'autocollant pour cacher tous les trous dans le mur ou tout ce qui nous gênait de l'ancienne expo. Donc, on a tout laissé dans son jus. Il y avait 2 salles, donc la grande nef qui est éclairée par la lumière naturelle et la petite nef qui est pour la partie sur les histoires et la lecture avec un éclairage plus chaleureux. Je ne peux pas vous détailler tout le contenu, mais je pense que ce qui était intéressant, c'est surtout de voir entre ce qu'on a comme intention, comment on fait pour réaliser tout ça. Donc on avait fait une entrée acoustique parce que les gens arrivent directement du hall, il y a du bruit, il faut arriver à se concentrer, poser sa poussette, et puis signifier aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on avait trouvé des rideaux chez un fournisseur, c'est démonté d'une autre expo. Donc on a décidé de les réemployer à cet endroit-là pour faire des traitements acoustiques et faire des partitions qui soient ajourées pour que ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent et qu'on ne construise pas beaucoup de matière. Donc on a essayé d'avoir des astuces comme celle-là. On avait des casiers, des endroits pour les blouses et des vestiaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de centres de loisirs qui viennent et qui doivent poser toutes leurs chaussures et tous leurs habits. Et alors je voulais vous montrer juste ce dispositif qui m'a coûté beaucoup de nuits blanches, puisqu'il n'y avait pas du tout la demande d'un toboggan dans le projet. Il se trouve que pour le désenfumage de la salle, il y avait une petite fenêtre carrée qu'on n'avait pas le droit de boucher et on ne savait pas quoi en faire. Et tout de suite, avec les filles du bureau, on s'est dit on va faire passer les enfants par cette fenêtre. Bon, une fois qu'on a fait ça, ils étaient hyper contents, mais il a fallu d'une, préserver ce budget qui n'était pas dans le cahier des charges initial, de deux, trouver un truc qui passe au bureau de contrôle, et moi, je n'avais jamais construit de toboggan dans ma vie. Donc, on a fait notre maximum, et surtout, ce qui était important, c'est que pour faire des choses avec de la motricité fine, pour moi, c'était assez essentiel que les enfants, il y ait quelque chose aussi de ludique, où ils puissent aussi se défouler et courir. Je vous ai pas mis les vidéos où ils sont en orbite en train de faire le toboggan, et en plus, les gens me disaient, mais pourquoi t'as mis l'escalier à l'autre bout? On a vachement de distance pour remonter et le refaire. C'était constamment, mais bon, c'était quand même un grand atout après pour les parents qui disaient vas-y, on y va, il y a un toboggan. Pour les tout petits, ça marchait bien. Donc on a réussi à le construire. Là, on avance, du coup, on est en avant-projet. Autant vous dire, comme il n'y avait pas le temps, il n'y a pas d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé. À ce moment-là, on fait un avant-projet. Ça passe ou ça casse, mais on avance. Donc là, on est en train de mettre en place tous les dispositifs. Vous voyez le sas d'entrée quand on arrive de l'accueil. Toujours cette grande nef avec les 2 sections qui se font face. Et l'autre, la petite nef. Je vous montre aussi comment on peut dessiner directement en 3D des principes et essayer de réaliser à peu près la même chose. On n'a pas fait des plans de détail pour les entreprises. On a pu sélectionner sur devis des entreprises très compétentes dont on avait confiance et qui ont interprété les choses. Enfin là, ce n'est pas les plans définitifs quand même, mais bon. Ensuite, il y avait des choses avec un photocall pour poser comme Rodin. Donc là, vous voyez qu'on essaye de dimensionner des choses en se demandant quelle taille vont avoir les enfants, comment ils vont se cacher, comment ils vont se poser. Et on a fait ce dispositif. Dans l'espace de lecture, on nous avait demandé une estrade pour pouvoir se poser, être dans un endroit calme. Donc on avait fait ce principe en sélectionnant ces coussins qui sont faits à partir de toiles de montgolfière. Donc tout est en matière upcyclée, recyclée, enfin transposée. C'est une petite boîte qui s'appelle La Tête dans les nuages qui est en train de le développer et c'est vraiment super. Et ça a conditionné beaucoup de notre dessin. Vous voyez, dès l'esquisse, on choisit ces coussins. On a trouvé des échantillons de teintes qui nous ont envoyés, qui étaient pas mal dans nos objectifs. Et donc, on a tout affiné sur ce principe. On avait aussi la volonté, du coup, de faire des arches pour ressembler aux fenêtres que je vous ai montrées dans les ateliers de Rodin. Donc, l'idée, c'était de faire ça comme identité un peu partout, pour faire les titres, mais aussi pour toutes les alcôves et les endroits. Et après, on s'arrangeait aussi pour les mettre en gigogne pour que toutes les découpes se fassent dans les mêmes panneaux. Donc on a découpé ces grandes arches et dans le panneau qui restait, on a collé le graphisme comme support, puisque comme on est démonté et remonté, on doit avoir quand même des supports rigides pour que ça tienne la route dans les prochaines années. Et voilà, je vous montre des petits moments de solitude sur les chantiers, parce que je sais que c'est beaucoup plus drôle que tous ces plans. Le moment où je suis sur la plateforme du toboggan en essayant de me dire
ça tient ou pas, je monte ou pas. Celui où on a le plan et que je regarde sur mon téléphone parce que je ne sais plus du tout dans quel sens on doit mettre tous ces morceaux bleus. Quel était l'objectif parce qu'on n'a pas le graphisme qui est arrivé, donc on était à un moment de grande interrogation. Et puis ensuite, quand on a dû transposer ce qu'on avait mis sur plan pour découper sur 8 mètres des morceaux de lino recyclé avec des formes de dingue, ça c'est pas simple non plus à reporter, on n'avait pas de système, on a fait avec des quadrillages à l'ancienne, on a fait notre report. Quand les coussins sont arrivés et que là on s'est rendu compte que ça prenait quand même beaucoup de place. Mais bon, et puis la façon dont l'équipe de Signalétique a pu tendre les toiles imprimées sur ces arches pour faire le décor. Et voilà, l'ouverture au public avec des vrais enfants. Ma fille et ma nièce que j'ai fait poser partout pour avoir des droits sur les photos. Et puis, je vais vous montrer les tables recyclées qu'on a pris dans les dispositifs d'éco-conception qu'on avait choisis. Mais ça, c'était une vitrine qu'on n'avait pas le droit d'enlever parce qu'elle doit être réutilisée sur la prochaine expo. Donc on l'a utilisée pour mettre les chefs-d'œuvre. Elle est quand même beaucoup trop haute pour les enfants. Donc on a fini par mettre un banc en dessous. C'est après l'ouverture pour que les enfants puissent grimper jusqu'à la vitrine. Mais ça faisait un décor intéressant et puis je pense qu'eux étaient hyper fiers de pouvoir présenter ce qu'ils dessinaient et ce qu'ils faisaient en pâte à modeler. Et les parents étaient très contents que les pâtes à modeler ne reviennent pas à la maison. Voilà quelques dispositifs ensuite pour arriver à comprendre les matières, l'atelier de modelage, de pâte à modeler. Et on a fait le démontage fin août et on a une notice de montage de ma folie faite par l'entreprise Solide dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous a dessiné tous les systèmes de montage parce que malheureusement avec les marchés publics, on n'est pas du tout sûr qu'ils vont être repris pour la prochaine édition. C'est des choses qui sont assez absurdes, mais du coup on livre dans ces cas-là une notice hyper complète pour que tout soit autonome en notre absence. On fait beaucoup d'échanges, parce qu'il y avait des concepts qu'on ne comprenait pas bien, il y en a qu'on a interprétés, qu'on a fait évoluer. Dans les propositions qu'on fait, ça fait évoluer le dispositif. C'est sûr que c'est un dialogue. Après, normalement, eux, ils nous disent ce qu'ils ont envie. Mais nous, on leur dit si ça marche ou pas, ou pourquoi, ou on fait une autre proposition auxquelles ils peuvent adhérer. Alors, cette phrase, elle est hyper intéressante pour nos vies de tous les jours en ce moment, vu ce qu'on vit. Après, je pense que pour vous qui arrivez, c'est pas du tout la même chose que cette transition qu'on peut avoir dans les pratiques de la scénographie ou de l'architecture, où il y a une vraie évolution de la façon d'aborder les projets et dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je trouve que pour les étudiants, c'est pas forcément pertinent. Maintenant, pour la vie de tous les jours, sur le fait de désapprendre le regard qu'on peut porter sur les choses. Et l'exemple que j'aime bien, c'est que jusque-là, dans les musées, on considérait qu'il fallait qu'il n'y ait jamais de joints dans les murs, que ça soit toujours comme si le mur avait toujours été là, alors qu'on vient de le construire et qu'on va le démonter. Et ça, c'est des pratiques qu'on est en train de faire changer pour faire accepter les joints creux. Il y a des moments, ça marche, d'autres pas. Mais très souvent, quand on fait un joint creux et qu'on voit la partition entre deux cimaises, ça nous permet de le démonter très facilement et de réemployer ensuite les morceaux de cimaises. Mais ça, c'est des évolutions quand même des pratiques de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, de la crainte des publics, de la crainte du directeur, de la crainte du prêteur. Et on est tous en train de bouger pour faire évoluer ce qui est acceptable ou non. Voilà, et donc vous voyez que j'ai essayé de faire l'exercice de voir tout ce qu'on avait pu appliquer sur le projet Rodin dans les 4 R. Et effectivement, on a fait un temps de recherche de folie sur les matériaux et les fournisseurs pour pouvoir retenir des produits qui aient le moins d'impact. Et pour solliciter des entreprises de l'économie sociale et solidaire et réduire toutes les quantités de produits. Et là, on a travaillé avec l'atelier Extramuros qui font travailler en réinsertion des menuisiers qui sont spécialistes maintenant, donc ils sont sur une déchetterie de Veolia et toutes les tables ont été construites qu'avec des chutes qui ont été récupérées dans les bennes, ce qui fait en fait une esthétique de marqueterie qui fonctionne très bien et un coût qui est un petit peu plus supérieur sur le coût de la table, mais qui je trouve vaut carrément le coup. Et je vous ai déjà parlé des coussins qu'on avait choisi et qui ont donné l'esthétique et des assemblages pour minimiser la matière et que tout soit très vide et très léger dans les structures et les ossatures. Et vous voyez que du coup, c'est pour ça aussi que toute la paroi est creuse, que les tables, elles s'agencent en emboîtement pour pouvoir être montables et démontables et qu'il n'y ait que des assemblages mécaniques. Comme ça, ensuite, on a des éléments de bois, des éléments de métal qui sont séparés et qu'on pourra trier ou recycler dans 10 ans quand ça ne sera pas forcément réutilisé par les nouvelles directions. Et même tous les montants qu'on a dû faire un peu plus épais, on les a évidés au maximum pour limiter la matière.
Et puis on a préconisé, parce que les entreprises ont des habitudes ou des meilleurs prix avec certains fournisseurs que d'autres. Donc là, on a fait un gros travail pour l'instant pour essayer de trouver des nouvelles sources de peinture et de vernis. Voilà. Non, je suis allée vite sur le brief initial, mais c'est en autonomie, pratique libre en autonomie. Donc il n'y avait que une personne pour la sécurité à l'entrée, mais sinon il n'y avait aucun accompagnement. Ils nous ont dit on veut une table de dessin, on veut une table sur le dessin de mémoire, on veut un espace de lecture, un espace de podcast. Il y avait quoi? Un espace de pâte à modeler, un avec des assemblages de formes. Ils voulaient qu'on fasse des ombres pour essayer d'imiter, par exemple. Ils voulaient qu'on imite la posture des modèles de Rodin. Sauf que nous, on n'avait pas la capacité de mettre en place des ombres parce que c'est baigné de lumière, par exemple. Donc on a transposé en imaginant un photocall avec des socles et des sculptures. Pour les assemblages de formes, ils voulaient des papiers découpés pour refaire. C'est nous qui avons proposé un grand mur aimanté avec des formes gigantesques et des personnages échelle 1. Donc nous, on sait qu'ils veulent un assemblage de formes. Et ensuite, on propose sous quelle technique, quel espace. Du coup, à quel moment vous appelez les graphistes? Parce que vous avez dit que vous travaillez avec des graphistes. Oui, nous on le fait au début du concours. Dès qu'on est consulté ou qu'on a envie de faire quelque chose, ou parfois les graphistes nous appellent en disant j'ai envie de faire ça, est-ce que toi tu as envie? Mais on ne plaque pas le contenu graphique, la signalétique, après avoir dessiné. En général, quand on travaille, on se donne quand même chacune 2-3 jours pour réfléchir, faire des recherches un peu sur l'univers et on compare tout de suite nos recherches. Ensuite, on avance dans une direction qui nous semble la plus pertinente et on refait une réunion pour recomparer nos avancements. Et on remélange comme ça et on tisse. À la fin, on ne sait plus du tout qui a eu quelle idée. Enfin, moi, je m'en souviens plus. Peut-être que tout le monde s'en souvient sauf moi, mais ça se mélange beaucoup dans les influences. Et c'est une équipe à laquelle vous faites tout le temps appel ou est-ce que ça change? Il y a plein de configurations différentes. L'équipe Lumière, on partage nos bureaux, donc on travaille tout le temps ensemble. En graphisme, c'est plutôt par affinité de projets, de personnes. Ce qui est essentiel quand on est indépendant comme moi, par rapport à quand j'étais salarié, c'est qu'on peut vraiment choisir les gens avec qui on travaille et les projets sur lesquels on travaille. Donc c'est important d'avoir confiance et qu'il y ait une bonne émulation. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci à vous de votre patience. Merci beaucoup.